Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. L'Institut pour la recherche en santé publique est ravi de vous accueillir pour ce sixième café de l'IRESP. Donc, nos cafés se présentent comme des formats courts d'une demi-heure et dont l'objectif est de valoriser des résultats de recherche financés dans le cadre de nos appels à projets. Notre pari est de consacrer une partie du café à la présentation de résultats d'une recherche finalisée, puis d'échanger tous ensemble autour du sujet. Avec ce format synthétique, nous souhaitons ouvrir la recherche à celles et ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de consacrer des temps longs autour de résultats de recherche ou qui veulent découvrir une nouvelle thématique en santé publique ou qui simplement veulent passer un moment riche avec des scientifiques à l'heure du café. Pour ce sixième café, nous sommes ravis d'accueillir Madame Danielle Toubert-Dufort, qui est maître de conférences en psychologie clinique à l'Institut national supérieur Formation et Recherche, Handicap et Enseignement adapté, et Monsieur Jean-Michel Coq, qui est maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Rouen. Tous deux vont présenter conjointement les principaux résultats de leurs recherches qui étaient dédiés à la communication des élèves avec polyhandicap en contexte de classe, étude des interactions entre pairs et entre élèves adultes au sein du groupe pédagogique, et l'acronyme c'est Polycom. Ce projet de recherche a été financé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, dans le cadre de l'appel à projet de l'IRESP Polyhandicap 2019. Je vais maintenant laisser la parole aux chercheurs et je vous souhaite un bon café à tous et toutes. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Voilà, je vais donc démarrer. Vous demandez effectivement la diapositive suivante, dont vous avez déjà un petit peu présenté certains éléments de cette communication des élèves avec polyhandicap en contexte de classe, études des interactions entre pairs et entre élèves adultes au sein du groupe pédagogique. Une recherche qui a donc duré 24 mois, de mai 2020 à mai 2022. Cette recherche s'est faite en partenariat avec le laboratoire GRAP, groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires, et avec comme partenaire le laboratoire CRFDP, Centre de recherche sur les fonctionnements et dysfonctionnements psychologiques de l'Université de Rouen. Et ce projet a reçu un avis favorable du comité d'éthique en sciences comportementales de Lille. Diapositive suivante. Alors, notre équipe de chercheurs pluridisciplinaires dans ce partenariat entre ces deux laboratoires comprend Madame Danielle Toubert-Dufort et Esther Atlan, pour la psychologie clinique, la psychopathologie de l'INSHEA, Michel Musiol pour la psychopathologie de la cognition à l'Université de Lorraine, Karine Martel, psychologue de développement à l'INSHEA, Mina Puitinen et Sabine Zorn pour les sciences de l'éducation et la formation, Nathalie Lévy-Dumont pour les sciences du langage, et moi-même et Anne Boissel en psychologie clinique et psychopathologie de l'Université de Rouen. Dans ce travail et cet aspect pluridisciplinaire, le croisement des regards entre chercheurs nous a semblé nécessaire justement pour aborder la complexité du polyhandicap, c'est-à-dire de le regarder le plus finement possible à travers les jeunes qui sont porteurs de ces polyhandicaps, ce qui nous a permis de procéder à des analyses successives à partir de réunions, ici aussi d'écrits qui ont régulièrement été soumis, discutés, enrichis, puis réécrits et qui ont abouti, on va dire, à la synthèse des rapports finaux que nous vous proposons aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors, de quoi parle-t-on? Quels ont été les principaux objectifs de cette recherche? C'est d'abord été de produire, de formaliser, d'expérimenter une grille d'observation à partir de la revue de littérature, une revue de littérature extrêmement vaste qui a été explorée par les chercheurs avant de pouvoir proposer cette grille d'observation, une grille d'observation qui a entre autres beaucoup porté sur les conduites non verbales,
et une méthodologie d'analyse de ces situations de communication, toujours avec cette méthodologie en regard croisé entre parents et professionnels, dans ce qu'on peut appeler une approche participative, avec une analyse des stratégies de communication de ces jeunes porteurs de polyhandicap, à partir du visionnement de séquences filmées dans le contexte de petits groupes de classe avec cette méthodologie du regard croisé. Une analyse des interactions à l'aide du logiciel Elan, un logiciel qui permet des annotations et une segmentation, qui s'est bien inscrit et qui a facilité, on va dire, ce recueil et cette analyse du point de vue tant des parents que des professionnels, ce qui était quand même aussi une, on va dire, des ambitions de cette recherche. Diapositive suivante. Alors, de qui et de quoi parle-t-on? Donc, il s'agit en fait de 10 enfants en situation de polyhandicap, enfants ou adolescents, qui étaient scolarisés en établissement spécialisé. Donc, le polyhandicap défini dans cette recherche comme un dysfonctionnement cérébral survenu en cours de développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expression multiple et évolutive de l'expression motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et humain. Donc chez ces jeunes, il y a impossibilité de définir un niveau intellectuel par des tests standardisés, très peu de compréhension de langage verbal, peu d'accès, voire pas d'accès aux interactions d'ordre symbolique et un besoin d'étayage important pour tous les actes du quotidien. Donc, et en plus de ces déficits, ce sont des personnes qu'on peut dire vulnérables du point de vue de leur santé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'a-t-on mis en évidence principalement? D'abord, je te dirais qu'en fait, nous avons, comme d'autres recherches l'avaient montré avant nous, on peut confirmer que nous avons analysé que la communication chez ces jeunes pouvait être intentionnelle ou non intentionnelle. Étant entendu que c'est plutôt la communication intentionnelle qui est repérée par les adultes. Il y a dans les modalités de communication de multiples modalités et une manière de communiquer chez ces jeunes qu'on peut dire idiosyncrasique, c'est-à-dire tout à fait, d'où la nécessité de connaître bien ces jeunes et leur langage particulier et personnel. Alors, chez les adultes codeurs, c'est-à-dire les professionnels et les parents eux-mêmes qui étaient réunis, eh bien, ils ont été surtout mobilisés sur l'observation des visages et des mains, beaucoup moins sur celle du corps, alors même que la communication, ces jeunes peuvent exprimer beaucoup de choses par leur tonus et par leur corps. C'est surtout le regard, les vocalises, les mimiques faciales qui ont majoritairement retenu l'attention et l'interprétation. Et on peut dire que les comportements des filles sont aussi parmi les comportements les plus repérés, identifiés et qui font l'objet de réponses. Alors, les mouvements du visage sont très diversifiés, mais les codeurs se sont montrés particulièrement sensibles aux sourires, qui sont toujours perçus comme gratifiants pour l'interlocuteur. Donc, la grande majorité des interactions, 71,4% des interactions repérées, impliquent le jeune et un seul adulte. Et on peut dire que le nombre de réponses, d'interactions est extrêmement variable d'un jeune à l'autre, en particulier quand il s'agit des interactions avec les pairs. Diapositive suivante. Alors, ce qu'on a mis aussi en évidence, c'est que l'initiative de l'interaction, elle dépend fortement des possibilités d'autonomie du jeune et du contexte. Par exemple, j'évoquais l'échange avec un père, eh bien, il nécessite des conditions particulières. Percevoir, avoir conscience de la présence de ce père, éprouver
aussi le désir d'interagir avec lui, mais aussi pouvoir voir ce père, se faire entendre de lui, être vu, reconnu. Il faut donc que ce père soit accessible, ce qui dépend évidemment du contexte et de la manière dont les adultes vont mettre en place les conditions suffisantes. Les interactions sont très brèves, elles durent parfois moins de 45 secondes, voire furtives. Et elles vont dépendre aussi de ce que Montagnier appelait l'élan à l'interaction, tant du côté d'ailleurs du jeune que du côté des adultes. Alors l'élan à l'interaction, au fond, se traduit par des comportements qui réduisent la distance à l'autre et établissent davantage de proximité. Ils sont en quelque sorte le témoin du désir de communiquer. Les interactions vont dépendre aussi beaucoup du maintien ou non de l'interaction par l'adulte. Deux types d'interactions ont été repérés, des interactions d'ajustement. Dans ces cas-là, on va dire que les interactants recherchent délibérément à partager une expérience sensible et un vécu, et l'enjeu pour le jeune en situation de polyhandicap comme pour l'adulte serait d'obtenir une réponse adaptée à ses besoins en passant par le partage de son émotion ou de l'intention. Les interactions de transformation sont particulièrement intéressantes dans un cadre pédagogique, puisqu'il s'agit là de transformer, au fond, l'environnement, qu'il soit humain ou matériel. Et donc, ce sont ces interactions qui soutiennent la transformation par le jeune de cet environnement. On voit bien que le principe d'activité là est extrêmement important pour soutenir ces interactions. Alors, il y a des interactions qui semblent particulièrement vertueuses. Ce sont celles qui favorisent un accordage affectif intermodal, quand par exemple, du sourire, on passe au geste, puis à la parole, accompagnée d'une tonalité joyeuse. Ce sont des interactions particulièrement intéressantes parce qu'elles soutiennent le sentiment d'être et le désir du jeune. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai essayé, sous forme d'un schéma, de montrer comment, d'une certaine manière, de l'élan à l'interaction, qui est un indicateur de l'intention communicative, on peut passer à un partage émotionnel ou intentionnel, pas forcément toujours intentionnel, en tout cas un partage émotionnel. Et cela donne lieu, chez les adultes, soit à une réponse qui semble accordée, qui va dans le sens du jeune, soit à une réponse contraire aux signaux adressés par le jeune, ou bien à une non-réponse. On a vu tout à l'heure que les modalités de communication sont extrêmement ténues parfois, et l'interaction est peu soutenue du côté du jeune. Et donc, il y a à de nombreuses reprises, les adultes n'attendent pas suffisamment ou ne réussissent pas d'une certaine manière à maintenir suffisamment leur propre élan à l'interaction pour que, au fond, l'interaction dure. Les modalités de communication du jeune passent par des expressions faciales, donc mimique, sourire, grimace, protrusion de la langue, attitude d'écoute et d'attention à l'autre, mais aussi peuvent indiquer un retrait par le détournement du regard, par exemple. Ça passe aussi beaucoup par les gestes, les postures et les expressions sonores. On voit que les modalités de communication de l'adulte se répondent d'une certaine manière, parce qu'on retrouve les expressions faciales, les postures et les gestes qui sont particulièrement importants dans les interactions avec les enfants en situation de polyhandicap. Et là, on peut repérer qu'il y a dans ces postures et gestes le rapprochement, l'éloignement, le déplacement de soi et des objets, l'épréhension des mains, au contraire le lâchage, énormément d'indices, on va dire corporels, qui peuvent aller en accordage ou au contraire en mésaccordage avec les interactions du jeune, avec les signes du jeune. Alors, ce qu'on trouve chez les adultes qui n'existent pas qui n'existent pas chez les jeunes, ce sont des paroles qui vont soit être là pour verbaliser les intentions
pédagogiques, par exemple, mais aussi beaucoup pour étayer les jeunes ou pour les sécuriser. On doit aussi d'ailleurs repérer qu'il y a un certain nombre de gestes dont la fonction est aussi de sécuriser le jeune. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, si on met un focus sur les pratiques et les attitudes justement des adultes, on va rencontrer beaucoup de gestes professionnels qui vont remplir des fonctions de contenance, notamment des paroles de réassurance, mais aussi parfois de contention physique, en particulier quand les adultes estiment que le jeune, parce qu'ils le connaissent bien, est capable de comportements défis à un moment donné, capable de se mettre en difficulté. Aussi, quand ils pensent nécessaire de devoir protéger un autre père pensé comme vulnérable. C'est là qu'on voit d'ailleurs que parfois il y a une contradiction entre les demandes du jeune et les réponses des adultes. Il peut y avoir aussi beaucoup d'étayage corporel, affectif, mais aussi une mise en accessibilité, en particulier du matériel, mais aussi en repositionnant le jeune de manière à ce que l'environnement lui soit accessible. Alors, il y a des gestes professionnels qu'on trouve chez les enseignants qui sont assez spécifiques au polyhandicap, en particulier d'intervenir sur le corps du jeune, en le mouchant, en essuyant sa bave. On voit bien que tous ces gestes-là, qui vont rencontrer par ailleurs une forme d'interdit, nécessitent une formation de la part des professionnels pour pouvoir être dispensés dans le respect, bien évidemment, de chacun des jeunes. Et puis, il y a des attitudes qui vont vers l'apprentissage, la symbolisation, en particulier en imitant ou bien avec des activités de pointage. On retrouve dans les postures que j'évoquais tout à l'heure, il peut y avoir de l'évitement, mais il peut y avoir aussi du retrait ou du désengagement, en particulier quand la réponse du jeune est un peu lente à être produite, ou bien il peut y avoir ce qui est, disons, plus positif, une distanciation qui est produite pour donner un peu plus de liberté d'action aux jeunes. Les modalités verbales vont dans le sens du feedback pour ce qui maintient et qui, d'une certaine manière, peut permettre que de la communication non intentionnelle devienne par la suite intentionnelle, de l'enrôlement dans la tâche, de l'explicitation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, au niveau de ces focus group sur la méthodologie d'analyse en regard croisé, il y a eu donc des réunions qui ont permis, à travers des discussions, de mieux objectiver tout ce travail d'observation. Tout ce travail d'observation, on veut dire, qui est vraiment la part essentielle ce travail de recherche, par on va dire la confrontation, au-delà du terme de regard croisé, de ces différents acteurs, que ce soit à travers les professionnels, des éducateurs, des rééducateurs, impliqués auprès des jeunes en situation de handicap, mais aussi des parents qui ont observé ce jeune avec ce guide d'entretien qui a été élaboré, avec en amont, pour les professionnels comme pour les parents, un temps de visionnage, et puis chacun rend compte de ses observations en les contextualisant dans ce contexte du groupe classe, et peut émettre un certain nombre d'hypothèses interprétatives concernant justement ces comportements, et particulièrement les comportements non verbaux qui concernent chacun de ces jeunes. Les focus group ont permis de recueillir, de partager, d'une part, tout ce que cette méthodologie en regard croisé peut apporter, et je dirais surtout dans aussi les échanges qu'elle permet entre professionnels et parents. On pourrait dire le dialogue qu'elle permet, la communication qu'elle permet entre parents et professionnels. On va dire que c'est quelque chose à la fois de très connu, mais qui a encore et qui demande encore d'être justement croisé de ces différents points de vue, des parents qui peuvent se penser incompétents et qui découvrent au fond
qu'ils ont un certain nombre de compétences dans l'observation des jeunes et qui leur permet aussi de rendre compte par rapport aux professionnels de leur vécu comme parents. Diapositive suivante. Alors, quels apports concernant cette recherche pour l'action publique? D'une part, au niveau de la scolarité. Des groupes de 3 à 5 élèves qui répondent à des besoins très, très individualisés et spécifiques des enfants avec polyhandicap. Ce qui nécessite l'utilisation d'outils de communication alternatifs, que ce soit par exemple des tablettes aussi à reconnaissance oculaire par exemple, un matériel qui peut être plus classique aussi, comme les pictogrammes par exemple, qui favorise cet élan à communiquer et aussi leur permet de développer un discours qui leur est propre, une communication qui leur est personnelle. Et ça aussi, c'est à travers cette individualisation où, j'allais dire, on avance dans la découverte de ce jeune, où on peut vraiment en personnaliser quelque chose de lui bien au-delà de ce que, on va dire, comme ça, une première vision pourrait rester beaucoup trop sommaire. Et où, du coup, on rencontre beaucoup plus le jeune. Alors, quelle perspective, quelle suite à donner? D'une part, en termes de formation, ce sont des formations conjointes, parents professionnels sur la communication, qui permet aussi de désamorcer, on va dire, des représentations des uns et des autres, qui restent quand même peut-être pas du côté de l'opposition, mais où chacun serait quand même un peu derrière une barrière et pourrait s'y ranger, mais de favoriser là aussi cette communication entre parents et professionnels. Et puis au niveau de la recherche, des recherches concernant les interactions entre pairs, qui elles aussi nécessitent des grilles d'observation extrêmement fines sur ces patterns, sur cette dynamique interactionnelle qu'on va observer le plus finement possible. Merci de votre attention. Sur la diapositive suivante, vous avez déjà quelques publications issues de cette recherche et d'autres publications sont en cours et arriveront. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je vais prendre rapidement le relais pour vous poser un certain nombre de questions qui vous ont été adressées pendant votre présentation. Donc, je vais les synthétiser. C'est surtout des questions de précision qui concernent 3 modalités. Tout d'abord, au niveau professionnel, quel type de professionnel et quelle formation ils avaient eu lorsque vous avez fait ces observations. Au niveau des élèves scolarisés, de quel type de scolarité est-ce qu'il s'agit? Dans quel environnement ces élèves évoluent? Et enfin, au niveau de la grille d'observation qui a été utilisée, est-ce que vous pouvez un petit peu plus la décrire? Il y a certaines personnes qui ont remarqué qu'il existait des grilles d'observation qui circulent déjà dans le milieu. Est-ce que vous en avez eu connaissance? Comment vous avez écarté ces grilles lors avec les échanges avec les différents chercheurs, lors des regards croisés? Enfin voilà, comment ces différents choix ont été faits? Je vous laisse répondre. Alors, Oui. sur la première question, on pourrait presque répondre tous les deux. Tu compléteras, Daniel, si j'oublie au niveau des professionnels. Il y a il me semble, donc des éducateurs, des orthophonistes, des orthopédagogues. Alors, psychologue, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, par contre. Alors, les professionnels, il devait y avoir une psychomotricienne, mais effectivement, il y avait beaucoup d'enseignants. Donc, on peut distinguer d'ailleurs des éducateurs, des AMP aussi, et enseignants. Les professionnels, excusez-moi, qui ont accepté au fond de participer à cette deuxième recherche, puisqu'elle faisait suite à une première recherche, ce sont des professionnels qui connaissaient très bien l'enfant, les enfants scolarisés, donc issus de plus de 5 établissements différents, et qui intervenaient eux-mêmes dans la scolarisation de ces enfants. Alors la scolarisation, je prends la question
question suivante. Au fond, c'est une scolarisation qui s'est faite dans les institutions, au sein des institutions. Donc, à raison de au moins un minimum de 2 séances par semaine sur des temps relativement, enfin de 3/4 d'heure, en 30 à 3/4 d'heure, voilà, avec un petit groupe d'enfants. Scolarisation qui dans un premier temps était un peu expérimentale, la première fois qu'elle a été filmée, mais qui s'est prolongée en fait dans ces établissements-là d'une manière pérenne, sous des formes qui étaient toujours avec des petits groupes. Puisqu'en fait, disons que l'un des bénéfices de la première recherche avait été de montrer l'intérêt de ces situations collectives qui devaient malgré tout ne pas entraver un enseignement très individualisé. Alors, les grilles. Alors, évidemment, c'était un des résultats d'ailleurs de notre recherche, parce que nous avons compulsé une littérature importante à ce sujet. Donc, nous avons choisi des grilles qui avaient fait l'objet de publications, parce qu'évidemment, il en existe aussi beaucoup que les professionnels eux-mêmes ont construites dans les institutions, ce qui est tout à fait intéressant. Mais là, nous souhaitions, disons, partir de grilles qui avaient fait l'objet de publications scientifiques. Et à partir de ces grilles-là, on en a construit une qui réunissait, disons, l'ensemble des qualités, on va dire, que l'on souhaitait voir représentée, et on l'a expérimentée. D'abord dans un contexte, je dois remercier d'ailleurs beaucoup les personnes qui se sont portées volontaires, donc dans un contexte un peu expérimental, on l'a fait expérimenter parce que l'objectif était qu'elle nous permette, dans un temps relativement court, enfin, il fallait que ce soit évidemment faisable, de rendre compte d'observations en contexte écologique. Donc, elles ont été expérimentées, et elles ont été expérimentées ensuite dans le cadre des réunions en regard croisé. Donc, d'abord dans un cadre individuel, parce qu'il se trouve que notre recherche, elle s'est développée au moment où le contexte sanitaire a imposé une restriction. Des restrictions, voilà, dans nos rencontres. Donc on avait proposé, pour que ce soit pas trop fastidieux malgré tout, ces réunions regards croisés qui se sont faites en visio. Donc pour que ce soit pas trop fastidieux, on a proposé que les participants, parents, professionnels, déjà remplissent la grille, codent la grille en regardant les films de manière individuelle, et ensuite on a pu partager ces différentes observations. Alors, ces grilles, elles vont faire l'objet de publications. Oui. Voilà, donc vous allez les retrouver. C'est vrai que dans la mesure où justement elle doit faire l'objet de publications, on n'a pas, on ne les diffuse pas immédiatement, de manière à ce qu'elles puissent justement faire l'objet de publications. Oui, chose qui est importante, par exemple, dans ces grilles, la question de la contextualisation, par exemple, est un élément qu'on a vraiment retenu et qui est important. La contextualisation qui peut aller justement sur la place de chacun, dans ce contexte classe, être tout près, être éloigné. Tous ces éléments-là nous ont semblé extrêmement importants pour ensuite donner sens à ces comportements. C'est-à-dire, on est au-delà du simple observation du comportement. Ce comportement, il se passe dans un contexte, on pourrait dire, d'emblée relationnel, d'emblée interactif. Et on pourrait presque dire qu'un non-comportement est aussi
communication. C'est ça. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Du coup, je me permets de vous poser une dernière question, un petit peu sur la valorisation. Dans votre dernière slide, vous montrez, que voilà, la formation, c'est un point, important, soulevé par, voilà, par votre recherche. Dans les commentaires, on a, des personnes qui demandent s'il y a des liens avec d'autres types de formations, notamment une qui s'appelle Aide for Poly. Je ne sais pas si vous connaissez et en gros, est-ce que, au niveau des formations que vous souhaiteriez développer éventuellement pour les professionnels, comment est-ce que ça va s'articuler avec le paysage des formations qui existent déjà, actuellement? Et est-ce que, voilà, à quel niveau vous en êtes, au cours des échanges et des développements de ces formations-là? Alors, les formations, en fait, nos travaux dans le cadre de l'INSHEA, hein, donc déjà on intervient. Alors c'est vrai que la formation des enseignants spécialisés était un peu réduite ces dernières années. Bon, ce qui ne nous empêche pas malgré tout quand même de faire part sous une forme ou une autre pour les enseignants spécialisés qui passent le KPI, ce qu'on appelle le KPI, de faire part de nos travaux. On a développé un DU polyhandicap et apprentissage qui là peut permettre pour des professionnels et pas seulement, ou des parents d'ailleurs, pas seulement des enseignants, de compléter leur formation. Donc après, eh bien, il y a d'autres centres de formation qui existent pour les professionnels, hein, je pense à CESAP Formation, par exemple. Donc on peut aussi, on est en lien avec ces partenaires et bon, bien évidemment, dans ces cadres-là aussi, intervenir à côté d'autres personnes, hein, qui interviennent sur la communication en particulier. Très bien, merci. Est-ce que Monsieur Coq, vous avez, le mot de la fin à nous dire avant qu'on clôture ce café? Oui, c'était peut-être on peut dire, travailler sur la question des interactions entre enfants avec polyhandicap. Ça me semble vraiment une piste à creuser. Hein. Peut-être aussi dans l'assistance, il y a des chercheurs. Et je pense que tous ces travaux ne pourront être que complémentaires, mais ils sont extrêmement importants parce qu'ils demandent une méthodologie extrêmement réfléchie, extrêmement concertée. Et justement, je crois que ce terme de regard croisé qu'on peut utiliser un peu, il a vraiment tout son sens. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, à tous les 2 d'avoir répondu aux questions. On sait que c'est pas un exercice facile de présenter, des mois de recherche en seulement quelques minutes et merci de vous être vraiment prêtés au jeu. Avant de conclure, je voudrais tous vous inviter à suivre les actualités de l'IRESP et les replays de nos événements sur, le site internet de l'IRESP. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Donc les prochaines actualités de l'IRESP concernent le pôle autonomie avec, la sortie, cet après-midi des lauréats de l'appel à projets, 2022 du programme Autonomie et prochainement les sorties des replays sous-titrés du dernier webinaire qui avait eu lieu au mois de septembre et qui était dédié aux angles morts de la recherche sur le médico-social. Voilà, je vous remercie tous vraiment et merci beaucoup à nos 2 intervenants pour cette présentation passionnante qui, j'espère, donnera lieu à encore de nombreuses valorisations. Très bon après-midi à tous et à bientôt. Merci. Merci, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.